Je m'appelle Sacha, je suis un ancien de Quantmetry. Je pense que vous avez reconnu Quantmetry par le nom de l'entreprise qui pitch aujourd'hui. Je suis Machine Learning Engineer. On va revenir un petit peu après sur ce que c'est, et fondateur de Yota Academy. Et moi, je m'appelle Jérémy Haroche. Il y a 9 ans, j'ai créé un cabinet de conseil spécialisé en intelligence artificielle qui s'appelle Quantmetry. Et si vous allez sur le centre C18 juste à côté, vous aurez l'occasion de voir nos offres dans la thématique de la formation, puisque nous ne présentons pas ici la thématique conseil, qui est le métier principal de Quantmetry, mais exclusivement l'activité d'upskilling et de reskilling, donc en particulier les réorientations de carrière dans le monde de la donnée. Alors, on va rejouer au jeu des questions. Et là, on va tous vous demander de jouer le jeu. Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui ont compris ou pas compris le titre de la présentation? Quel est le titre de la présentation? Devenez tout sauf data scientist en 2020. Qui a compris? Qui a compris? Ok, très bien. Peu de personnes. 3 sur un parterre de, je sais pas, une soixantaine, 70aine de personnes. Merci d'être aussi nombreux. Mais seulement 3 qui ont compris. C'est ça. Alors, on va vous demander de vous accrocher. On va avoir quelques petites références techniques sur cette présentation, des petites métaphores. Donc, deuxième petite question, est-ce que vous connaissez Git, la technologie? Levez la main. Qui connaît la technologie Git ici? C'est bien mieux, déjà. Impressionnant, plus de la moitié qui connaît. Donc il y a des gens qui ne connaissent pas, donc on va peut-être rappeler un petit peu ce que c'est rapidement. Donc, Git, c'est simple, c'est un peu l'équivalent du stéthoscope pour le médecin, pour le développeur ou le data scientist, peu importe. C'est finalement une technologie et seules 3 commandes vont être nécessaires pour comprendre ce talk. On va parler de push, on va parler de pull, on va parler de merge. Quand on push du code, on va devoir pousser finalement une version d'un produit. Quand on pull du code, on va devoir se mettre à jour avec une version d'un produit. Quand on va faire du merge, on va fusionner des versions. Donc c'est un petit peu l'idée. Ensuite, on a une deuxième référence à ce talk qui est Dragon Ball Z. Et là, pour le coup, on s'excuse. Ceux qui n'auraient pas la référence, on ne peut rien y faire. Alors, je vous parlais de Big Data il y a longtemps. Et sachez que j'ai créé Quantmetry en 2011 et qu'avant 2013, l'expression data scientist n'était pas vraiment très connue et le métier de data scientist n'était pas vraiment défini, mais on était tous data scientists, on disait tous qu'on était des data scientists. C'était une époque où on était un peu devant un trou noir, mais ça marchait bien, personne ne comprenait ce que c'était, les gens avaient envie d'acheter, ils avaient envie de comprendre, ils avaient envie d'avancer, mais clairement, pas de fiche de poste, pas de compétences, pas de master qui prépare à ce type de métier-là, pas de vraie différence avec un statisticien ou un développeur informatique. Bon, un petit côté artisanal, quelque chose de pas très organisé. C'est l'époque de la V0 avant 2013. Le data scientist, c'est juste un nom, juste un titre, mais rien d'autre. Et donc c'est là que tout commence. On arrive en 2013. La V0.1, donc la période de 2 ans qui s'installe, 2013-2015. Alors avant de rentrer un petit peu dans le détail, on va peut-être rappeler un petit peu pour ceux qui ne seraient pas familiers de Git, ce que veut dire cette petite illustration. Donc on a ici 3 traits qui représentent 3 branches de développement. Le premier trait en haut en bleu, c'est une branche qu'on appelle de production. D'accord, c'est un terme, un jargon qui est, on va dire, classique dans le monde du développement. Une branche pour l'instant pour laquelle en 2013-2015 qu'on ne connaît pas. On ne sait pas ce que ça veut dire. La branche de développement, c'est la deuxième branche dans laquelle on va commencer à faire des premiers développements de produits, de concepts, etc. Et dans laquelle on va commencer par itération à développer une première version de produit. Et donc là, on est vraiment dans cette période, en 2013-2015, où le data scientist est complètement expérimental. On est dans une version du logiciel du data scientist où finalement, il code dans son garage. C'est un data scientist de laboratoire. C'est l'époque où R et Python, les 2 plus gros langages qu'on utilise en data science, se font encore la guerre. C'est l'époque où seuls les masters, on va dire, se comptent sur les doigts d'une main pour former, on va dire, ces profils encore un petit peu méconnus. Et c'est l'époque, finalement, où finalement, tout est expérimental. D'accord, on ne sait pas vraiment ce que veut dire le monde de la data science, on ne sait pas vraiment quelle est la fiche de poste exacte du data scientist. En tout cas, on sait qu'il existe et on expérimente. Ça nous amène du coup, 2 ans plus tard, à se poser plein de questions. Qu'est-ce qui se passe 2 ans après ? Finalement, le petit Sangoku qui était jeune et qui s'entraînait avec son maître, il commence à grandir et il commence à accumuler un certain nombre, on va dire, de backlog, donc c'est-à-dire de compétences sur lesquelles il va devoir se muscler. D'accord ? C'est l'époque à laquelle on est à la V0.2, c'est-à-dire Python commence un petit peu à prendre le dessus par rapport à R, voire même bien le dessus. C'est l'époque à laquelle finalement on se rend compte que bien coder, ça a quand même une certaine importance. On comprend que le notebook, c'est bien,
mais ça a ses défauts, en tout cas ça a ses contraintes, et que quand on parle de POC, c'est vraiment l'époque où on en fait beaucoup d'ailleurs à ce moment-là, on prouve la valeur, on sait qu'il y a plein de valeur dans les données, on prouve que tous les projets sont viables, mais par contre, il n'y a pas d'argent derrière. En tout cas, on n'optimise pas grand-chose. Et donc, du coup, c'est l'époque où on a une prise de conscience qui est générale, d'accord ? On se rend compte que finalement, compétence de code ne va pas sans data science, ou plutôt l'inverse. La data science ne va pas sans compétence de code. C'est donc la V02. Ça nous amène du coup à une période qui se rapproche un peu plus de la nôtre, le Sengoku qui commence à se muscler de plus en plus. La période du patching, la V0.3. Alors, question, patching, ça parle à tout le monde ou pas ? Levez la main, c'est pour ceux qui peut-être n'auraient pas de connaissance du mot patching. Très bien, je vais expliquer du coup. Patching, c'est simple, c'est, on va dire, une correction de bugs. D'accord ? Quand on a une version, une application, on va juste corriger des bugs. Voilà, c'est exactement la même chose. On va corriger le logiciel du data scientist. On a vu pendant les 2 précédentes années, en tout cas c'est la période précédente, qu'on accumulait un certain nombre de choses, un certain nombre de compétences sur lesquelles on allait devoir monter en compétences. Et bien là, les compétences sont encore plus importantes. C'est-à-dire qu'on va commencer à réécrire la fiche de poste du data scientist. C'est la période dans laquelle on va commencer à parler de qualité de code, de clean code, d'architecture de code, d'intégration continue, de déploiement continu, de conteneurisation, de pair programming, de plein de choses qui sont très liées finalement à un monde de développement logiciel que le data scientist finalement ne connaissait pas puisqu'on l'attendait auparavant sur des compétences très théoriques, sur des compétences on va dire de maîtrise du langage sous ses formes standards d'utilisation de librairie, mais pas sur les compétences de développement au sens propre. Et donc finalement c'est une période dans laquelle on se rend compte, ou plutôt les recruteurs, les entreprises se rendent compte que le data scientist tel qu'on l'imaginait finalement n'est pas capable de tout maîtriser. Dans le même temps, et c'est là tout le paradoxe, les formations, on est face à un vrai conflit. Les formations ont industrialisé un certain nombre de masters, de programmes, d'écoles d'ingénieurs, etc., qui ont industrialisé malheureusement la mauvaise version du data scientist. Elles sont encore sur des versions 0.1, des versions 0.2, qui sont sur des compétences déjà obsolètes. À titre d'exemple, on forme encore aujourd'hui à bien utiliser Pandas, alors que finalement aujourd'hui, ne pas savoir faire du SSH, c'est déjà un standard, et c'est pas forcément le cas. C'est un peu comme si aujourd'hui on vous apprenait, je sais pas moi, à faire du Paint, alors que en fait c'est quand même Photoshop le standard. C'est vraiment le même équivalent. Donc du coup, des masters qui éclosent un peu dans tous les sens, et finalement sur des compétences déjà dépassées. Et puis on est en 2020. Où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qui se passe en 2020? Eh bien, c'est la 1.0. C'est la 1.0, c'est le passage en production. Peut-être avant d'expliquer un petit peu la philosophie de cette slide, on va d'abord parler de pourquoi on en est au 1.0 et pas au 2 ou 3.0. Quand on parle dans le monde de l'APIisation, dans le monde du versionning, le premier chiffre avant un point correspond en fait à un changement profond de paradigme de l'API, c'est-à-dire un changement de façon de communiquer avec l'extérieur. Donc concrètement, aujourd'hui dans notre présentation, le parallèle il est assez évident. C'est-à-dire que finalement, le logiciel du data scientist va complètement changer. C'est-à-dire qu'il ne va plus interagir de la même manière et ne plus travailler forcément de la même façon et avec les mêmes personnes. C'est pour ça que jusqu'à présent, on était sur des versions qui étaient des versions bêta, des versions de test, et sur laquelle aujourd'hui, on est prêt à passer en production. Et donc finalement, c'est une période dans laquelle on va avoir 2 mondes qui vont se rencontrer. Le monde du ML, donc ce que le data scientist a déjà très bien su mener jusqu'à présent, et le monde du DevOps. Le monde du DevOps, on ne va pas se cacher, c'est quand même un monde qui est très très bien, on va dire, périmétré, avec ses contours, etc., dont les développeurs, on va dire, ont bien fait le tour d'horizon depuis déjà 10, 15, 20 ans, et dont tous les codes sont déjà bien connus. Et donc finalement, réunir ces 2 mondes, c'est juste finalement fusionner 2 philosophies, et dans lequel le data scientist, en tout cas en 2020, va devoir partir à la conquête de ces territoires déjà bien connus. Et finalement, donc on revient un petit peu au titre du talk, devenez tout sauf data scientist. En fait, c'est plus subtil que ça. Il faut devenir tout sauf data scientist généraliste. Il faut devenir en fait machine learning engineer, c'est-à-dire celui qui a la compétence de développement premièrement, mais surtout qui est aussi très bon le référent, qui sera le référent scientifique, puisque c'est celui qui aura une vue globale sur un projet de data science, un produit de data science. Donc, on va peut-être faire un petit résumé, et moi, je vais peut-être parler de mon histoire. Donc, moi, je suis arrivé dans le monde de la data science en 2015, donc finalement, si vous avez bien suivi un petit peu au tout début de la V02, j'ai un petit peu vu la V01 de mes études. J'ai fait un parcours très classique, finance de marché, on va dire. Premier master qui lance un parcours data, je me lance, je me dis que c'est pas mal.
Et puis, on m'apprend un ensemble de logiciels qui sont finalement des logiciels très scientifiques. D'accord ? On apprend à manipuler un petit peu les données, on apprend un petit peu à visualiser les données, etc. Mais c'est vraiment dans un objectif de visualisation, et plus scientifique que technologique. Donc le petit Sangoku qui s'entraînait finalement n'est plus vraiment le même que la version 1.0, c'est-à-dire dans lequel on nous attend sur un autre set de compétences. Alors c'est pas un autre, c'est un complément de compétences, mais que vous voyez, je pense, à travers les différentes technos qu'on a mis en place ici, qu'on a mis en valeur, pardon, elles sont bien différentes. On n'est plus vraiment sur un ensemble de logiciels scientifiques, on est sur autre chose. Donc si on s'imagine finalement un data scientist qui sortait en 2013 et qui commençait sur le monde du travail, qui a hiberné pendant 7 ans, qui se réveille, on lui demande de travailler, il est complètement dépassé. C'est plus du tout le même métier. Pardon ? Et en plus, on lui demande d'avoir de l'expérience. Et donc, c'est ce qui nous amène finalement aujourd'hui à vous introduire comment est né Yota. La jeunesse de Yota, c'est exactement celle-ci. Et donc, Yota, qu'est-ce que c'est ? Yota Academy, c'est une école de formation dédiée justement au métier data et tech et spécifiquement au métier de machine learning engineer. Donc, on est la première école à former des profils qui sont scientifiques et informatiques puisqu'ils ont la compétence et la compétence pour bien comprendre et être référents sur un sujet de machine learning et qui auront aussi demain la compétence à être des ops et à réunir les deux mondes. Et aujourd'hui, on est très très fiers puisque on est là pour vous annoncer qu'on lance notre deuxième promotion. Donc vous avez notre première promotion en illustration qui vient d'être diplômée il y a 3 mois et qui a déjà quasiment tout été embauché en tant qu'ML Engineer. Et on est fiers de vous annoncer qu'on a une rentrée qui sera très bientôt le 5 octobre. Pour ceux qui seraient dans une démarche, on va dire, de reconversion, d'upskilling très poussif, très technique sur ce type de métier et qui se retrouvaient finalement dans ce type de discours, on sera très ravis de vous retrouver sur notre stand C18. Je ne sais pas si tout le monde aura la référence avec le petit visuel. Et qui se trouve d'ailleurs juste à droite en sortant. Et on sera ravis de vous faire peut-être un bilan de compétences, comprendre un petit peu votre parcours et peut-être mieux vous orienter si jamais c'est votre sujet. Donc en conclusion, le titre c'est devenez tous sauf data scientist. Donc qu'est-ce qu'il faut devenir ? Machine learning engineer. Et pour ça, il y a Yota. Donc on a maintenant la possibilité de faire quelques échanges avec la salle. Donc questions-réponses. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont envie de poser des questions ? Je me balade parmi vous et Sacha, tu réponds. Bonjour, en fait, je veux poser la question, est-ce qu'il y a des cours de soir Est-ce qu'il y a des cours du soir, c'est ça ? Alors, aujourd'hui, c'est une formation qui est en présentiel sur 4 mois, qui est vraiment full-time bootcamp, donc c'est vraiment des cours en journée. On n'a pas encore dessiné les cours du soir, on a commencé à faire un premier pas vers ça avec des part-time sur la compétence MLOps, donc c'est 1 jour par semaine. Les cours du soir, on est en train de travailler dessus. Est-ce qu'il y a une autre question ? Moi, j'ai une question pour vous, j'arrive tout de suite après. Qui a conscience que de ce qu'on vient de raconter, c'est à peu près la vérité ? Qui avait déjà à peu près compris que le data scientist était mort ? Oui, donc ok, vous êtes quand même pas mal à l'avoir levé la main. Nous, on est sur le stand C18. Il y a encore des candidats qui arrivent avec des CV et des masters de data scientist, qui cherchent des postes de data scientist, qui ne les trouvent pas depuis plusieurs mois. Alors évidemment, il y a la crise, mais qui n'ont pas compris que c'était un débouché qui est fortement grippé en ce moment. Oui, donc moi, ma question, du coup, la formation que vous proposez, c'est une formation destinée à des data scientists ? C'est une très bonne question. Non, puisque du coup, forcément, on a pris le pli. On ne va pas juste vous apprendre des compétences de MLOps, on va aussi vous apprendre, évidemment, l'état de l'art de la data science. Donc c'est une formation qui va reprendre les fondamentaux et sur lesquels on va s'appuyer sur des prérequis, qui sont des prérequis pour nous théoriques, le fait de connaître un petit peu les bases des stats, les bases des probas, et puis le fait de bien connaître quand même le langage Python, puisque pour nous, c'est un des fondamentaux de connaître ce langage pour aller tout de suite très vite sur finalement une composante de développement logiciel. Donc ça s'adresse plutôt à des personnes qui ont ou déjà travaillé dans un environnement professionnel où il y a un peu de code, un peu de data, ou à des personnes qui sortent d'un cycle Master 2 plutôt ingénieur ou plutôt scientifique et qui sont à l'aise avec Python, mais les cours recommencent très tôt. Donc il n'y a pas besoin de maîtriser machine learning et tous les niveaux basiques qu'on peut attendre de la part d'un data scientist. Et parfois, c'est des profils de gens qui ont fait des MOOC avant, qui se sont formés à la data science par des MOOC et qui veulent rentrer dans un format qui est beaucoup plus opérationnel, puisque le contenu d'IOTA, c'est un contenu où il y a 80% des choses qui se font en atelier, en équipe, par rapport à des cas clients réels
issu de l'expérience de Comptemétrie. Comptemétrie, c'est un cabinet de conseil qui existe depuis 9 ans avec 120 collaborateurs. Donc, on a fait plus de 200 missions. On prend les missions qui sont iconiques, on les sanitise pour ne pas révéler le nom du client et on fait travailler les candidats et les élèves de la IOTA Academy sur des exemples concrets. Donc, c'est beaucoup plus un enseignement horizontal de pair à pair qu'un enseignement théorique. Tout à fait. Et puis, je rajouterais aussi, les docteurs sont aussi les bienvenus. On en a eu beaucoup sur la première promotion. Des docteurs qui viennent de mondes un peu différents, de la physique, on a eu astrophysique, on a eu des maths, évidemment c'est un peu plus trivial, mais c'est aussi possible. Est-ce qu'on a une autre question? Oui. Quelle est la durée de la formation? 4 mois. 4 mois full-time, donc c'est-à-dire être prêt à beaucoup travailler le soir, beaucoup travailler le week-end. Oh, c'est lundi au vendredi, on travaille tous les jours, de 9h à 18h. Et peut-être préciser que la première promo s'est trouvée pendant le confinement, donc elle était hybride en présentiel et en télétravail, en digital, avec un système de webinar, de visio, de live et de Discord pour toute la partie gestion des forums de discussion. Oui. Il y a le monsieur juste devant, on revient à vous. Est-ce que vous avez des approches un peu plus spécialisées, par exemple le traitement du langage naturel, ou est-ce que c'est abordé C'est une très bonne question. J'allais justement en parler pour illustrer la question de madame. En fait, donc on s'appuie beaucoup sur l'expérience de Comptemétrie, puisqu'une bonne partie des formateurs viennent de Comptemétrie, et dans laquelle en fait on est nous accolés à l'état de l'art. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'état de l'art de la data science, disons-le clairement, c'est le NLP. Aujourd'hui, le NLP, on en parle tout le temps, et finalement les missions qu'on fait aujourd'hui, que Comptemétrie fait, sont des missions de NLP. Donc les supports qu'on a créés en 2020 sont des supports de 2020 sur lesquels beaucoup de choses sont sur le NLP avancé. C'est-à-dire, on va parler de modèles Transformers, on va parler de modèles BERT, etc. Finalement, comment ça s'applique et comment on met en place tout ça dans un pipeline, évidemment, de mise en production. Tout l'esprit d'IOTA, c'est de venir en opposition avec les formations classiques qui sortent des universités et qui sont à nos yeux obsolètes par rapport à la demande du marché. Donc tout le contenu IOTA, c'est du contenu hyper frais, hyper récent, hyper d'actualité pour être sûr de coller aux besoins du marché. C'est pour ça que sur une promotion de 14, on a aujourd'hui un quasi plein emploi. Il n'y a plus que 2 personnes qui cherchent un job. Donc avoir réussi à faire en sorte que 12 personnes qui n'avaient pas de job avant, 4 mois après, ont tous un job dès la sortie, c'est un exploit et c'est grâce à ce côté up-to-date qu'apporte IOTA. Est-ce que vous vous formez en fait, parce que là on a parlé d'une formation opérationnelle, mais est-ce que vous traitez l'aspect recherche et développement qui est très important en fait dans le métier de la data science? Alors je vais essayer peut-être de mieux comprendre la question, globalement un peu plus axé sur la recherche et donc plus théorique du coup. Oui, parce qu'en fait vous savez bien que le domaine il est dynamique, oui. La data science du coup parfois on est obligé de prendre en fait des articles de recherche après. C'est une très bonne question. Est-ce que vous traitez cet aspect, parce que là jusqu'à ce stade-là on a parlé uniquement d'une formation opérationnelle? Oui, tout à fait. Alors c'est une très bonne question et je pense que ça me permet aussi d'ouvrir un nouveau sujet. La vision aujourd'hui qu'on a sur le data scientist, et vous l'avez compris, sur celui qui est opérationnel, c'est le ML engineer. En fait, le data scientist aujourd'hui, il a 2 voies. La première voie, c'est de se dire, je veux incarner un profil scientifique et mon job demain, c'est de craquer des papiers de recherche, c'est de les implémenter, essayer de travailler dans un secteur ou dans une fonction bien particulière pour craquer des sujets. Aujourd'hui, c'est un métier aujourd'hui qui ne se forme pas vraiment, c'est un profil qui est sans cesse en continuelle recherche. Ça ne se prépare pas vraiment de la même manière. Aujourd'hui, on est plus sur le deuxième courant, celui qui a compris que pour être un data scientist qui fait toute la chaîne finalement de valeur, c'est un ML engineer et donc on est plutôt sur ce degré d'ups. Et pour nous, alors on n'est pas forcément en opposition avec toutes les formations, parce qu'on sait que de toute façon l'académique, on est tous passés par là et c'est fondamental. Donc les formations académiques sont parfaitement sizées justement pour ces profils-là qui ont une appétence pour cette recherche-là, auquel nous on va quand même un peu loin sur la théorie puisqu'on est quand même des sachants et on a beaucoup de professeurs qui sont des académiques qui enseignent la théorie. Mais on ne va pas jusqu'à finalement les prendre par la main et finalement leur apprendre ce que c'est que faire de la recherche en data science. Et puis on est aussi dans une logique qui est une logique business. Donc on fait une formation que les gens sont prêts à acheter parce qu'ils ont l'espoir de trouver un emploi ou en tant que freelance d'améliorer leur taux journalier. Cette démarche-là, c'est une démarche qui prend en considération le marché. Le marché de la recherche, c'est quand même peu de postes.
Donc on ne s'est pas positionné comme étant ceux qui permettent à des data scientists de devenir chercheurs. Le marché de la data science classique est un marché en réduction, donc il y a de moins en moins de postes. Le marché de la data science en production, ce qu'on appelle ici le machine learning engineer, est plutôt lui en augmentation, en pleine ouverture. Et notre pari, c'est qu'il sera en explosion dans quelques années. Donc c'est pour ça qu'on prépare les promotions à être les plus réactives par rapport à là où il y a des enjeux de business. Je pense que les gens qui veulent terminer dans un laboratoire de recherche chez Facebook ou chez Google, c'est évidemment une vocation très légitime, mais là, on n'est plus du tout dans la même démarche de modèle d'affaires. Merci beaucoup. Alors, ce que je voudrais savoir, c'est quelle est la plus-value justement de la Iota Academy par rapport à des MOOC en ligne ou justement aux yeux de futurs employeurs? Très bonne question. Je vais répondre sur la dimension employeur, moi sur la dimension de ce que je maîtrise. Aujourd'hui, les MOOC, tout le monde les fait. C'est très simple, le Android-NG, peut-être on va poser la question, qui a fait le Android-NG ou le Stanford ici? Le Coursera, Android-NG, Stanford, que tout le monde a fait. Très bien, donc il y a quand même pas mal de doigts qui se lèvent. Grosso modo, aujourd'hui, tout le monde arrive avec un CV en disant j'ai soit un master de data science, soit je suis passé par le MOOC pour compléter je ne sais quoi. Ce qui veut dire que plus il y a de volume, forcément, plus la qualité et plus la valeur décroît. Donc finalement, Iota est là pour dire et pour rassurer en disant il y a toujours de la valeur dans le poste, il y a toujours de la valeur dans le data scientist, dans le ML engineer. Il suffit juste d'être au bon niveau de compétences au bon moment. C'est un peu l'idée. Et donc du coup, les MOOC aujourd'hui ne vont pas jusque-là. C'est tout simplement le problème. Ils ne vont pas jusque-là et il y a surtout un gap aujourd'hui qui est un gap opérationnel. Ce gap, il s'enseigne par le fait d'être sur des projets, ce que ne font pas les MOOC et c'est normal. Ouais, on peut rajouter quelques arguments. Un des arguments déjà, c'est qu'il y a énormément de MOOC et donc beaucoup qui ne sont pas d'actualité. Donc si on n'est pas déjà bien éclairé au choix de son MOOC, on peut partir dans une voie de garage. Donc c'est une première raison pour aller vers Iota parce qu'il n'y a pas de voie de garage dans Iota. Le deuxième sujet, c'est que c'est un problème de panachage. On ne peut pas être parfait partout. Si on fait 150 MOOC, on commence à être parfait partout, mais ça prendrait beaucoup trop de temps. Donc là, l'idée, c'est que c'est la bonne dose de compétences sur chacun des sujets. Il faut faire un peu de serverless, oui, mais pas trop. Il faut faire un peu de Kubernetes, oui, mais pas trop. Il faut être certifié Cloud, Amazon ou Google, oui, mais pas trop. Et donc, c'est ce dosage-là qui fait qu'en 4 mois, vous avez la meilleure chance d'avoir toutes les bonnes compétences pour trouver un emploi, chose qu'on ne peut pas reproduire par le MOOC. Le troisième sujet, c'est le rapport au monde de l'entreprise. Les MOOC, c'est quand même quelque chose de relativement froid. C'est un écran, c'est de l'exercice à distance en désynchronisé. Là, vous êtes dans une salle avec d'autres élèves qui ont plus ou moins le même pédigré que vous, qui ont la même démarche de recherche de boulot, donc il y a toutes les discussions off, qui ont aussi des moments de vie le soir pour parler de leur démarche de recherche de job et de différents entretiens, avec aussi des intervenants qui viennent parler du marché de l'emploi, des métiers de la data et donc qui vont ouvrir un certain nombre de chakras et qui sont des potentiels employeurs pour demain. Et surtout, je pense que le plus important, c'est d'arriver sur un premier projet en sachant déjà travailler avec une méthodologie projet, c'est-à-dire avec d'autres personnes, dans une logique collaborative, avec des outils de partage, chose qu'on ne voit jamais dans un MOOC et qui appartient complètement à la méthodologie d'Iota. Après tout ça, on vous a convaincu, je crois. Des dernières questions, il reste peut-être? Je ne sais pas si on a le temps encore. Oui, il y a une question là-bas. Bonjour, je voulais savoir si la formation elle est certifiante ou diplômante. Très bien, j'attendais cette question. Merci. La formation est certifiante. Donc aujourd'hui, on délivre un diplôme, une certification qui est reconnue à l'échelle de Iota et des entreprises qui recrutent, évidemment. On travaille sur un diplôme, un RNCP niveau 7, qui est le diplôme d'ingénieur en intelligence artificielle, qu'on est les premiers à déposer aujourd'hui. Ça prend un peu de temps, c'est administratif. Ça prendra sûrement la fin d'année 2020 pour obtenir ce diplôme. Et puis ce sera du rétroactif, c'est-à-dire toutes les promotions qui auront la certification et une fois qu'on aura le diplôme, auront rétroactivement le diplôme qu'on délivrera. Et pour être aussi très sincère, la plupart des gens qui viennent chez nous sont déjà surdiplômés, donc ils ne cherchent pas quelque chose qui ait une valeur de diplôme, ils cherchent quelque chose qui ait une valeur d'amélioration de l'employabilité. Et ça, on est capable de le certifier par le recul et tout simplement aussi par les demandes. Vous vous baladez dans les stands, vous leur dites est-ce que vous recrutez, ils vont dire non. Et vous leur dites est-ce que vous avez besoin de quelqu'un qui a un niveau de certification niveau 1 ou 2 sur le cloud et sur la mise en production des modèles algorithmiques. Et là, tout d'un coup, ils vont dire ah oui, sur cette catégorie-là, oui, en effet, on recrute. Tout à fait, ouais. Je vous invite d'ailleurs à aller peut-être regarder notre chaîne YouTube où il y a des interviews d'élèves. Vous verrez d'où viennent ces élèves. On a des PhD en physique, des gens qui viennent de Polytechnique, de Centrale, de Mines, de l'ISU, tout un tas de masters de data science plutôt prestigieux et qui ont compris que finalement aujourd'hui ça se portait vraiment sur cette thématique.
Mais vous aurez quand même le RNCP à partir de janvier, quoi, hein, si tout se passe bien. Alors, merci beaucoup. Donc, c'est une formation qui est sur 4 mois, mais j'aimerais bien savoir comment est-ce qu'elle est organisée globalement. Voilà. Ok. Du coup, je répondais à monsieur tout à l'heure en disant que c'est... Alors déjà, peut-être première information, on touche à la fin de la conférence, j'ai vu qu'on a ramené les lumières. On est sur le stand C18, donc on peut continuer les discussions en temps de C18. Mais comment s'organise la formation? Et du coup, je te conclurai avec la question. Donc, la formation est organisée en présentiel, c'est-à-dire que c'est un format prof-élève avec des animateurs. C'est tous les jours, donc c'est du lundi au vendredi. Il faut être prêt à bosser beaucoup. C'est différent d'un format académique, un format fac, etc. etc. Faut être prêt à bosser le soir, faut être prêt à bosser le week-end. La dimension et le mot bootcamp, il est là pour dire, pas forcément pour faire peur, mais pour dire qu'il va falloir s'accrocher. C'est un investissement en temps, d'accord. Et donc du coup, c'est entre 4 à 4 jours et demi de cours / TP pratique, etc. Donc vraiment format bootcamp tel que vous l'entendez auparavant, et dans laquelle vous avez aussi du temps dédié en équipe pour faire des projets, des devoirs, etc., etc. Peut-être tu peux rappeler les thèmes, il y a des phases quand même. Ouais, hein. Donc quelles sont les différentes phases par lesquelles on passe? Tout à fait, donc il y a 4 phases. La première, c'est une piscine de remise à niveau. L'idée, c'est de revenir sur les fondamentaux, d'accord. On va parler notamment de clean code, de qualité de code, on va parler de bash, on va parler d'architecture, etc., etc. Ensuite, on va à la partie data science, donc ce qui va prendre une grosse partie du temps. On va revoir l'état de l'art, le NLP, l'imagerie, le classique ML, l'intelligibilité. L'intelligibilité, j'insiste vraiment sur ce mot, c'est aujourd'hui fondamental quand on parle de mise en production. La troisième phase, c'est la phase où on industrialise, donc c'est la phase engineering, d'accord. C'est là le cœur, un petit peu le moteur du MLOps. La quatrième phase, c'est ce qu'on va appeler les transverses, on va dire le transversal sur des compétences de GDPR, d'éthique, d'agilité, de gestion de projet. Et puis le tout, évidemment, s'accompagne de gros projets. En 4 mois, c'est hyper complet. Hein. Pour donner un équivalent, quelqu'un qui est data scientist et qui va travailler dans une société qui lui apprendrait ces choses-là, c'est plutôt 3 ans avant d'avoir tout vu. Alors évidemment, avec plus d'expérience, mais pour avoir vu le minimum que la formation IOTA propose, c'est au moins 3 ans de tour de piste, et encore pas dans toutes les sociétés. Donc c'est assez chargé. Hein. À titre personnel, j'ai du coup créé une formation que je voulais moi-même suivre. Le parcours que je vous ai résumé avec des versions, c'est le parcours que j'ai subi, entre guillemets. C'est pas le bon mot, mais j'ai vécu. Et c'est pour ça finalement que j'ai dit que j'ai plutôt pensé que c'était pas légitime d'attendre autant de temps, et surtout d'attendre le nombre de retours de recruteurs qui disent vous n'avez pas assez d'expérience. En fait, cette expérience, ça se justifie par une formation qui est juste sur le bon set de compétences au bon moment. Merci à tous. Merci beaucoup. Bonne journée à tous.